Alors, voilà, quelles compétences pour l'industrie du futur? C'est une question que je me pose tout le temps. Parce que moi, je suis prof au CNAM, enseignant-chercheur, des activités d'enseignement, de recherche, et thèses bien sûr dans ces domaines-là. Je fais partie de ceux qui basculent entre génie industriel et le management ces dernières années, donc je suis à la fois très à l'aise et très mal à l'aise dans ce genre de contexte, parce que je ne sais plus de quel côté je suis. Donc, première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on aura les compétences? Aujourd'hui, déjà, est-ce qu'on les a? Et l'industrie du futur, soyons gentils. Alors, situation actuelle, la tendance, bah, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau parce qu'il nous manque plein de monde pour l'industrie aujourd'hui. On l'a entendu ce matin, bah, il n'y a pas de soudeur. Vous rencontrez n'importe quel dirigeant d'entreprise, le premier sujet qu'il aborde, il me manque des gens aujourd'hui. Et à tout niveau, opérateur, technicien, ingénieur, quel que soit le domaine industriel. Waouh! L'estimation, c'est plus de 60 000 postes fin 2024, mais ça donne des ordres de grandeur. Les recrutements sont jugés difficiles dans l'industrie. On a du mal à recruter. Au moins, les choses sont claires. C'est pas très clair ce que ça veut dire difficile, mais on voit bien qu'on a du mal à recruter. Je sais pas, vos doctorants, vos collègues industriels, quand vous parlez avec eux, il leur manque combien? 20% des postes non pourvus sur les fonctions support, parfois autant en production. Waouh, quand même! Il y a 15 jours, un dirigeant d'entreprise, il me dit très tranquillement, j'aurai 20% d'opérateurs en plus, pas de souci. On dit, enfin c'est le ministre, un ancien ministre, 1,3 million à trouver dans les 10 prochaines années. Bon, on se calme parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite. Ouais, mais bon, quand même, il va falloir trouver des gens, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, organismes de formation, quel que soit notre niveau, on ne fait pas notre boulot, on ne forme pas assez de gens, on ne forme pas les bons. Je sais pas, la discussion d'hier soir, exemple classique, hein, parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, ah oui, sur ce métier-là, on n'a trouvé personne. Wow. Celle-ci, elle est super bien, elle a un CAP coiffure. Ça fait réfléchir quand même, ça montre notre marge de manœuvre. Donc on a vu plein de choses sur les enjeux, sur l'industrie 4.0, numérique, IA, Kobo, des petits soucis d'ergonomie, hein, d'organisation, quelle place pour l'homme dans tout ça, entre IA, l'aide à la décision, l'aide aux opérations physiques, quelle marge de manœuvre est-ce qu'on se donne, question environnementale, géopolitique, on a entendu 3 petits mots ce matin. Donc là, on a déjà vu, je vais aller super vite, vous voyez, industriel allemand, plutôt une approche technologie touche, au moins c'est clair. On a des technologies, avez-vous des problèmes? On voit avec une vraie logique d'ingénieur, quoi. On a des super solutions. Wow, on peut faire des cobos. À quoi ça sert? Débrouillez-vous. Et on voit bien toutes les interrogations qu'on a eues aujourd'hui, c'est vraiment cette logique-là. 4.0, 5.0, 6.0, petit à petit, intégration plus humaine, intégration des limites planétaires. Voilà. Je vais aller super vite, on a parlé de IoT, parfois en production, par le système cyberphysique pour la production. J'aime bien celui-ci parce que c'est un de mes doctorants qui a travaillé là-dessus. C'est un petit machin qui s'est posé sur une lune de Jupiter. Oh, optimisation, 3D, prototypage rapide, super joli. Pas de chance, on n'a pas eu le droit de publier parce que c'est spatial américain, donc voilà. Mais AutoCAD a réussi à sortir une petite com là-dessus, et donc ouais, récupère la com d'AutoCAD et c'est un des doctorants qui a fait ça. Mais voilà, après on a parlé de tout ce que ça veut dire sur jumeaux numériques. Ok, toutes les choses sur l'intelligence artificielle, ouais. J'ai dit très sereinement, moi mon premier article c'est application de l'intelligence artificielle dans les années 90. À l'époque c'était pas à la mode.
Moi, ma thèse, c'était vraiment has-been. Hein. Bon, ça me donne du recul maintenant, c'est comme toutes les modes. Voilà, ça revient à la mode. Ça rend humble en même temps. Enfin, moi, oui. Quand certains de mes collègues disent « Oh, super l'IA !» Enfin, moi, je suis reviewer depuis des années sur les applications de l'IA en ingénierie. Enfin, ouais. C'est nouveau, t'es sûr? Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien faire des petites figures comme ça. Usine du futur, ça fait des choses comme ça. Ça fait super peur, usine du futur, hein, génération d'images. Vous avez des cheminées affreuses. Une usine du futur, hein, proposée par l'IA, c'est une usine. Il y a des cheminées bien moches. Celle-ci, j'ai pris un moins pire, quoi. Et c'est souvent bien moche, hein. Les images proposées par l'IA sur usine du futur, ça rend humble. Alors c'est un monde merveilleux, ben on l'a vu que non, quoi. La place des humains, ouais, c'est un peu compliqué des fois. On met en place des super robots, mais on ne sait pas trop comment ça va se répartir tout ça. Toutes les questions de l'ergonomie au travail, la place de l'homme, est-ce qu'on n'a pas rendu la situation encore pire que ce qu'elle était avant, finalement? On a voulu faire des trucs merveilleux, hein. Ouais. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On a évoqué l'IA partout, oui, mais les limites des ressources dans tout ça. Oui, d'accord. L'énergie, tout ça, les petites ressources techniques. Des grandes questions sur les incertitudes, quelles technologies vont se développer ou pas. On a vu Total Prudence sur les cobots ce matin. Oui. On entend parler de technodiversité. Moi j'aime bien ce concept-là parce que on voit bien, on ouvre le champ des possibles. Oui, pourquoi pas robotique. Pourquoi pas d'autres choses à côté. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver dessus. Des événements climatiques, bon ça, il n'y a pas de souci quand ça vient nous arriver. Des changements géopolitiques, parce que le cours géopolitique, pour les managers au CNAM, c'est un wagon, cette année. tous les jours de la matière. Est-ce qu'on va avoir des matières premières qui arrivent de Chine, des microprocesseurs? Est-ce que la Chine va attaquer Taïwan? Est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine? Avant 2049, là on est tranquille. Ils l'ont dit. Il y a bien que les Chinois qui disent à l'avance ce qu'ils vont faire. Le contexte est plutôt pas mal en ce moment. C'est un peu le bordel partout. Pourquoi pas ça? En tout cas, le contexte VUCA, il n'y a pas de doute, on est bien dedans. Alors, les enjeux, oui, on a des petits soucis de matières premières quand même, globalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le Covid, commander un Dell, il n'y a juste plus de délai. Quand est-ce qu'on peut l'avoir? On ne sait plus. Ça, c'est intéressant parce que on a longtemps travaillé en génie industriel sur qualité coût délai. Voilà, très bien. Maintenant, la question, c'est disponibilité. On va vraiment en avoir de ça ou non? Quand le délai pour un Dell, c'était passé à 18 mois, 2 ans, ça ne veut plus rien dire en fait. On a un peu de mal à imaginer Industrie 4.0 sans ordinateur. Hein. On sent bien notre fragilité. Hein. Sans électricité, enfin oui, c'est un fantasme. Non, c'était il y a 15 jours en Espagne. Il y a 2 ans, les hivers, on se demandait si on allait avoir assez d'électricité en France. Enfin, juste, on est dans un ensemble de systèmes qui aujourd'hui est à la limite. On le sent bien, à tout moment, plein de pans peuvent s'arrêter. On vient de voir dans cette présentation plusieurs manières de percevoir à la fois pourquoi et comment est-ce qu'on peut y arriver. La question du conduit du changement pour développer la performance avec des guillemets du système de production, comment est-ce qu'on va s'adapter, comment est-ce qu'on va transformer. Alors, quelles
compétences. Alors là, voilà. Alors là aussi, pareil, je m'excuse, c'est en anglais parce que c'est une question que je me suis posée il y a quelques semaines pour un cours en MBA. Ouais, ça va être quoi les compétences là-dedans? Alors, on l'a dit, premier élément, mieux vaut le rappeler parce qu'on l'oublie super vite, c'est la compétence métier. Mais on voit bien, on a du mal à identifier à l'avance la compétence métier. On a beau former, je reviens là-dessus, mais on a beau former, on considère qu'au niveau opérateur, 50% des gens qui sont formés pour l'industrie ne vont pas dans l'industrie. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Parce que si on prend les cibles globaux, on forme les bonnes quantités. Mais ça ne marche pas. Il manque des gens. Mais vous pouvez parler à n'importe quel secteur d'activité. Hein. Un soudeur, un conducteur routier, un prof. Il manque des gens partout. Ils sont passés où? On a raté quelque chose. Donc là, des enjeux, on voit bien, transition digitale, il y a des aspects data science, technologie, oui. Transition écologique, il faut quand même peut-être un petit peu réfléchir sur, en général, les premières dimensions sur lesquelles on travaille, c'est impact environnemental, analyse du cycle de vie, ça va, on maîtrise, ça fait sérieux, on fait des belles équations, on rajoute des choux, des carottes et des pommes, à la fin ça fait 0,5. Mais bon, ça va être assez, on fait un peu mieux d'une génération de produit à l'autre, mais voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, Grenoble, ça va être inondé, je sais pas, c'est une question, hein. Je sais pas, quand je présente dans mon cours sur la soutenabilité, je remonte les inondations de Paris dans les années 1900, un petit silence quand même. Ah, c'est rue Centenal, 1900, 2000 et quelques, rien qu'en probabilité, on n'est pas loin, quoi. Vous imaginez Paris sous l'eau, vous, pendant des semaines, des mois? C'est pas de la science-fiction, on évoquait la science-fiction rapidement, c'est juste des probabilités, c'est pas très compliqué, ça nous prend au nez. Donc comment est-ce qu'on conduit le changement pour faire face à toutes ces transitions? Une vision plus systémique, oui, ça serait bien. Comment est-ce qu'on va continuer à avoir des matières premières qui arrivent de Chine, ou plus qui arrivent de Taïwan, nos matières premières? Quand on voit nos chaînes logistiques, là, j'ai pas repris les dessins, mais nos chaînes logistiques dans notre monde actuel, wow, ça circule dans tout le monde. Des bouts d'Airbus, ça circule dans le monde entier. Et les iPhones, c'est pareil. On voit bien qu'il ne faut pas grand-chose pour que... Je ne pense pas qu'on va aller sur des découplages complets, mais des grands blocs qui sont en train de se constituer, on voit bien. Si vous réussissez à avoir le chiffre de la baisse du trafic à l'arrivée au port de Los Angeles, dites-moi, parce que moi je vois de moins un tiers à moins 2 tiers, c'est pas pareil quand même. Mais bon, on sent que c'est pas pour rire quand même. Les flux Chine-États-Unis, là en ce moment, la courbe elle est comme ça. Un des indicateurs que j'aime bien suivre, c'est le coût du transport en container. Depuis le Covid, j'ai accès au site, c'est vachement plus drôle. Et donc, ça fait réfléchir. On voit ce qui est en train de se passer en temps réel. Il y a des choses qui bougent, qui se sont transportées ou non? Donc là, on a plein d'éléments essentiels à gauche, des choses à droite, oui, on va bien. Et puis on aura beau développer tout ce qu'on veut en IA, tout ça. Qu'est-ce qui va être important pour nous? Mais c'est comment est-ce qu'on va s'adapter? Comment est-ce qu'on va faire face à ce qui peut se passer? Donc, créativité, ouais, ça serait bien quand même de réfléchir à ces dimensions-là. Et logique de vision pour créer du sens, comme ça a été dit. C'est grâce à ça qu'on va y arriver. Comment est-ce qu'on forme l'adaptation? Éthique, avec Trump, je me demande si c'est un cours essentiel. Je réponds oui, parce que justement, je pense que ça va être une des forces de... Parce que je suis peut-être exagérément optimiste, une des forces peut-être de l'Europe. Voilà.
faire, essayer, prototyper, pas obligatoirement prototypage rapide, mais faisons. C'est pas en passant notre temps à réfléchir, comme on sait super bien en tant que Français, hein, je suis bien placé, on réfléchit, mais quand est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va arriver dans une période où il faut essayer. Alors voilà les questions que je me pose. Peut-être que je me trompe. Et puis, quand je suis arrivé au CNAM, je me suis dit, waouh, on va monter une formation niveau master, industrie du futur, machin, comme bidule. Je suis plus très sûr en fait. Parce que, qu'est-ce qu'il faudrait former à quel niveau? Est-ce qu'on n'a pas à peu près tout ce qu'il faut? Le problème, c'est que, comme j'ai dit, pour former, ça va, on forme pas. Mais les gens n'y vont pas. Ils ont suivi la bonne formation, entre guillemets, mais après, ils ne vont pas dans l'industrie. On a entendu parler à la question de est-ce que la cobotique, c'est un attracteur pour donner une image positive de l'industrie? C'est une question. On a globalement un problème d'attractivité, de difficulté à se projeter dans ce monde-là. L'industrie du futur, c'est gentil, ou 4.0, ou voilà, on peut l'appeler comme on veut, mais qu'est-ce qui aujourd'hui donne envie d'y aller? Assez peu aujourd'hui ont de représentation de l'industrie. Donc oui, c'est vrai que organiser des visites industrielles ou usines ouvertes, ça c'est bien. Former, montrer que ça a évolué, oui. Enfin, ça n'a pas évolué partout, il ne faut pas raconter de bêtises non plus. Enfin, on a quand même des sites industriels. Ouais, c'est dur d'y travailler, quoi. Industrie agroalimentaire, ouais, c'est entre... On prend la prise de poste, elle est à 5h du matin, quoi. Les charges sont lourdes. Donc tout ce qui est, il y a plein de métiers, le moindre élément, ça pèse 25 kg, c'est normal, quoi. Et les reconversions, ça, je suis assez optimiste. Et peut-être parce que c'est côté CNAM, hein, cours du soir, formation tout au long de la vie. Ouais, moi j'ai l'impression que oui, on a un levier là, intéressant, parce que le besoin se fait et on peut aider à faire évoluer des carrières professionnelles vers l'industrie. Conserver les seniors en activité, je sais pas, plus le temps passe, moi je suis optimiste sur ce côté-là parce que je suis vieux. J'ai pas envie de travailler jusqu'à 80 ans, moi. Et pourtant, on voit bien que c'est une piste qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Comment est-ce qu'on travaille plus longtemps dans le monde industriel? Comment est-ce qu'on améliore vraiment les conditions de travail pour que les plus anciens soient capables de jouer un rôle dans ce milieu-là? Mais on voit bien qu'il y a des choses sur les aménagements de poste, les horaires aussi. Il y a un rôle de transmission de connaissances et de compétences parce que on prend quelqu'un qui ne vient pas du tout du milieu industriel, il y a des choses qu'il faut apprendre. Si on n'a pas appris à l'école, il faut peut-être apprendre par un mentor. Donc il y a sûrement un rôle intéressant à avoir. Alors, ça a déjà été plus ou moins dit d'une autre manière. À quel niveau est-ce qu'on a besoin de compétences spécifiques pour l'industrie 4.0? Est-ce que c'est au niveau des opérateurs, des techniciens, des cadres de proximité, des managers, des top managers? Et qu'est-ce que j'explique à un directeur d'usine aujourd'hui qu'est-ce qui va être important? Par territoire, on voit bien, il y a des cultures industrielles par grande région. Hein. Les situations sont différentes dans les zones frontalières, par exemple. Il y a une attractivité parfois d'un pays juste à côté qui va payer 2 fois plus cher. La Suisse, ici, par exemple, l'Allemagne, quand on habite à Strasbourg. Ouais, je peux former autant que je veux. Hein. Je peux former autant que je veux à Strasbourg. Il n'y a pas de souci. Ils sont aspirés plus vite que l'ombre. Mais dans l'industrie, mais aussi dans le secteur de la santé, dans plein de secteurs. Comment est-ce que ceci a géré tout ça? Là, on entend, oui, le nucléaire, de recruter des milliers et des milliers de personnes. Oui. L'armement, ah oui. L'automobile, en ce moment, je pose des questions. Le BTP, oui.
Mais il y a plein de secteurs qui cherchent à recruter en ce moment. Et on a l'impression que tout le monde cherche à la fois des gens pour des postes de production, une partie planification, chacun sait travailler sur l'évolution de son image, le BTP, il y a du boulot aussi, non? Comme industrie. Donc oui, j'essaye de ne pas trop déborder le temps, mais parce que je suis un bavard. Donc les enjeux sont forts, oui. On a un vrai besoin de ressources humaines en industrie. Ces évolutions vers industrie 4.0, industrie du futur, les enjeux sont forts, complexes, et vont peut-être faire évoluer les compétences que l'on cherche. Et on voit bien même les compétences métiers, aujourd'hui on les a pas, donc on n'est pas hyper difficile pour embaucher aujourd'hui dans l'industrie. On aimerait bien qu'ils sachent bien sûr se servir d'une tablette avec SAP, mais ouais, mais il faudrait d'abord qu'ils sachent souder, quoi. Pour en tout cas, qu'ils soient capables d'assembler quelque chose, un ensemble mécanique, brancher un système électrique, veiller à respecter les consignes de sécurité, ça serait déjà super bien, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que à la fois les enjeux se complexifient, on rajoute des nouvelles compétences nécessaires pour l'industrie du futur, oui, mais déjà, trouvons quelqu'un, quoi. Aidons-le peut-être à se former sur place. Voilà, il y a peut-être des choses à améliorer aussi à l'échelle des entreprises. Dans nos établissements de formation, ouais, on développe des parties usines-écoles, où on aide à travailler sur des équipements à échelle 1, très proches de celles qui sont dans l'entreprise. Le problème, c'est qu'on peut avoir des super plateformes, si on n'a pas de techniciens pour les mettre en œuvre et aider à former quel que soit le niveau, on a une vraie difficulté. Aujourd'hui, attirer dans les établissements d'enseignement supérieur un technicien pour rendre opérationnels des systèmes industriels réels, c'est un vrai challenge. Après, on voit bien, en recherche, je vais vous donner un petit exemple, je ne sais pas si je dis le nom de la boîte ou non. Projet de thèse industrie du futur. Oh, bien. Site industriel, ça vient d'un site industriel. Ouais, parce que c'est pas une idée de la R&D du siège, ça. Non, c'est le site industriel qui veut évoluer, qui veut continuer à exister. Donc le directeur d'usine, ouais, il est d'accord. Ouais, on y va, Emmanuel. Allez, go. Doctorant brillant, il n'y a pas de souci. Doctorant profil CNAM, juste pour sourire. Plutôt bac pro, BTS, licence, master. Je veux faire une thèse, Emmanuel. On se calme un peu, quoi. On va attendre un peu. Monte un projet de recherche, fais-le valider par ta boîte. Ouais, elle revient 3 heures après. Ça y est, Emmanuel, c'est stabilisé, ils sont d'accord, go. Ouais, mais la R&D dans le groupe, non, c'est pas la R&D, ça. C'est pas la R&D, la conduite du changement vers l'usine du futur. C'est pas du produit. Vous êtes sûr? Non, ça, c'est des RH. Et donc, je ne discute plus maintenant avec le chef R&D, je discute avec la grande chef des RH. Mais qui ne sait pas ce que c'est qu'une thèse. Aussi, elle a vu des thèses CIF côté produit, procédé, mais pas côté organisation. Et ça je ne connaissais pas cette barrière en changeant de discipline, passer du GI à management, que tout d'un coup, pour certaines industries, c'est plus de la recherche. C'est assez perturbant. Un peu décevant. Quand c'est des gros groupes. Merci. Merci.